Merci beaucoup. Je vous propose de commencer cette cérémonie. Je souhaiterais d'abord saluer Madame l'inspectrice générale, chère Simone. Toujours un plaisir de te retrouver. Madame la directrice, chère Flore. Madame la professeure, chère Frédéric. Chers collègues, mesdames et messieurs les professeurs du CNAM, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre Abbé Grégoire, qui est notre amphithéâtre de prestige, et pour ce moment tout particulier auquel nous attachons un prix fort, celui de l'accueil d'une nouvelle titulaire de chaire, d'une nouvelle collègue qui rejoint officiellement à travers cette leçon inaugurale le corps des enseignants du conservatoire. Aujourd'hui, donc, nous allons accueillir officiellement Frédéric Pigère, diplômé de l'ESCP, docteur en sociologie du travail, habilité en sciences de gestion, et j'en suis ravi, professeur du CNAM et titulaire de la chaire Genre, Mixité et Égalité Femmes-Hommes de l'école à l'entreprise, et cela depuis le 28 mai 2018. Depuis sa création, le Conservatoire national des arts et métiers se veut à l'écoute, se veut précurseur face aux grandes évolutions socio-économiques de notre pays. Cette logique d'adaptation et de promotion de disciplines et de thématiques novatrices demeure au cœur de nos préoccupations, et la création de cette chaire, genre, mixité, égalité, femmes-hommes, est l'un des symboles, j'allais dire l'un des meilleurs symboles de cette dimension. Dès sa création aussi, le CNAM a su œuvrer pour l'égalité des droits entre les sexes. Je rappellerai évidemment, parce que dans cet amphithéâtre, et puis nous sommes obligés, mais c'est avec le plus grand plaisir évidemment de rappeler Grégoire. Grégoire qui en son temps réaffirmait avec force l'égalité spirituelle de l'homme et de la femme. Grégoire qui a nié une quelconque infériorité de la femme dans le domaine intellectuel. Grégoire enfin qui a combattu avec beaucoup de fermeté tout ce qui existait de discrimination pesant notamment sur les femmes avec les législations relatives à l'héritage et à l'adultère. Ainsi, bien avant la médiatisation de ces sujets suite aux différents scandales qui ont émaillé l'actualité de ces dernières années, et dans la continuité de son engagement historique, notre établissement s'est impliqué avec force, avec conviction. D'abord dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations de genre, en signant le 5 novembre 2015 la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotypes de sexe, établie à l'initiative du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à ce moment-là, nous n'étions pas nombreux parce qu'à part Jean-François Ballaudet, président de l'Université de Nanterre, nous n'étions que 2 responsables d'établissement à le faire. Le 8 mars 2016, le CNAM adhérait également à la charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et par le ministère des Droits des Femmes. Et je salue la directrice générale de l'époque, chère Simone, pour ton investissement personnel dans ce dossier, pour aussi le fait que tu nous as demandé, au sens le plus positif du terme, d'avoir désormais des référents sur ces questions et de nous impliquer donc ton rôle est sans prix pour notre mobilisation de l'ensemble des établissements sur cette question majeure. Ces engagements attestent de la politique volontariste qui est la nôtre sur ces sujets. Dans cette même logique, une cartographie des élèves femmes et des chercheuses au CNAM a été réalisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2018. Et elle a notamment permis de mettre en lumière la nomination et l'élection de femmes à des postes clés de notre institution. Nous avons également accueilli, le 16 novembre dernier, le colloque Femmes et Sciences 2018, qui fut consacré à l'attractivité des études et des métiers scientifiques et techniques pour les femmes. Par cette implication, le Conservatoire entend contribuer à faire évoluer les mentalités et à moderniser notre société. Toutefois, nous sommes bien conscients que le travail à accomplir reste très important. Et c'est bien dans cette perspective que nous avons souhaité, de façon collégiale, créer cette première chaire sur ces questions au sein du Conservatoire, chaire occupée désormais par celle qui en est la première titulaire, Frédéric Pigère,
car c'est grâce à cette chaire aussi, nous en sommes convaincus, que nous allons franchir une nouvelle étape sur toutes ces thématiques. Notre objectif est bien que l'ensemble des formations et diplômes du CNAM puissent proposer, au moins à titre optionnel, un enseignement sur les questions de genre et d'égalité entre les sexes, donnant lieu à la validation de CTS. Un projet est également en cours avec le ministère de la Culture, qui bénéficie du label Égalité. Il permettrait, s'il avance, de proposer des formations sur la thématique de la chaire au personnel chargé de mettre en œuvre des politiques d'égalité dans les différentes entités du ministère, notamment en région, mais aussi à tous les agents qui le souhaiteraient. Il est clair que pour cette chaire, comme pour l'ensemble des chaires du conservatoire, l'implication de nos centres est extrêmement, de tous les centres du CNAM, est majeure pour diffuser les enseignements de la chaire et puis favoriser l'ensemble des synergies. Parmi eux, nos centres à l'étranger pourront servir d'appui à la chaire pour développer des modules de sensibilisation aux questions de genre, de mixité et d'égalité dans des pays où les besoins sur ces sujets sont importants. Et notre établissement, c'est en tout cas le vœu que nous formulons, pourra à ce titre s'inscrire dans la politique de Gender Equality développée à l'UNESCO. Je voudrais aussi insister sur deux dimensions complémentaires que nous souhaitons approfondir. La première est que le CNAM souhaite être associé aux nouveaux instituts de formation des enseignants, et je suis convaincu que dans les nouveaux instituts qui ont vocation à remplacer les SP, eh bien, ce type de formation devra faire l'objet de modules pour les formations entrants, les enseignants entrants, mais aussi pour la formation continue des enseignants. Enfin, la présence de cette chaire dans nos murs est l'occasion de développer une vraie recherche sur ces thématiques. Cette recherche existe dans notre pays, mais il est clair qu'elle a vocation à être confortée sur le modèle, par exemple, des universités du monde anglo-saxon. Et aujourd'hui, il s'agit de renforcer une recherche qui est désormais portée que par un trop limité nombre d'établissements. Pour un établissement comme le Conservatoire, ce point fait figure de nécessité de développer toutes les approches scientifiques afin d'être reconnu comme un acteur de premier plan au sein de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans notre pays et à l'international sur les questions de genre, de mixité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Autant vous dire que cette chaire, c'est pour nous la consécration d'un beau parcours où nous nous sommes tous mobilisés. Je suis très heureux d'avoir prononcé ces mots d'ouverture. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Madame la directrice de l'équipe pédagogique nationale. Chère Flore, tu as la parole. Merci. Monsieur l'administrateur général, Madame l'inspectrice générale, Madame la professeure titulaire de la chaire genre, mixité, égalité, femmes-hommes de l'école à l'entreprise, chers collègues, l'équipe pédagogique nationale Travail que je représente ici est extrêmement fière et honorée d'accueillir cette chaire genre, mixité, égalité, femmes-hommes de l'école à l'entreprise. Le genre est un concept transverse qui traverse vraiment les diverses disciplines que porte notre équipe. Psychologie de l'orientation, psychologie du travail, ergonomie, sociologie, formation des adultes. Et elle vient surtout concrétiser plus de 50 ans en fait, d'enseignement et de recherche qui portent sur les questions de genre, d'orientation tout au long de la vie, de parcours professionnel, de genre, de rapports sociaux, et bien sûr de genre et de travail. Donc toutes ces recherches un certain nombre de recherches ayant été menées au CNAM. Alors sur les questions de genre et de travail, j'illustrerai ce point en fait en m'appuyant sur un article d'une collègue ergonome qui nous est très chère, Madame Catherine Tégère, qui a écrit un article intitulé « Les femmes aussi ont un cerveau. Le travail des femmes en ergonomie, réflexion sur quelques paradoxes ».
Dans cet article, elle rappelle comment, dès les années 60, au CNAM, c'est une demande syndicale qui portait sur la pénibilité du travail de femmes ouvrières spécialisées dans l'industrie électronique, qui a contribué à faire sortir les chercheurs des laboratoires pour mener des études cliniques de terrain dans les entreprises, études et pratiques qui fait encore la marque de fabrique en fait, des travaux menés au sein de notre équipe. Alors, je ne résiste pas à vous livrer la demande qui avait été faite à l'époque. Elle est rappelée par Alain Wissner, qui était le professeur titulaire de la chaire d'ergonomie de l'époque. Donc, je cite, « La question concernant les femmes de l'industrie électronique était posée par la branche électronique de la CFDT et illustrait parfaitement la puissance masculine de l'époque. La question était ainsi formulée. Nous sommes les responsables de la branche électronique, tous des hommes, et nos adhérentes, toutes des femmes, trouvent que le travail est très dur. Elles font même des crises de nerfs. Et nous voudrions savoir si tout ceci est bien sérieux. » Les plaintes des femmes surprenaient ces hommes, des métallurgistes issus de secteurs de l'industrie métallurgique, donc dite lourde, et totalement déroutés, car le travail dans ces nouveaux secteurs de production, avec des usines neuves et propres, une position assise en général, des ambiances physiques tolérables selon eux, certes un travail répétitif et sous contrainte temporelle. Donc ces conditions paraissaient vraiment légères selon les critères traditionnels d'évaluation du travail industriel, essentiellement physique et masculin. C'est ainsi donc que les premiers travaux sur le travail réel d'opérateurs de production portaient en fait sur des opératrices de production, ce qu'on a tendance à oublier. Nous étions dans les années 60 donc, et je vous laisserai juge en fait des progrès accomplis en matière de division sexuée du travail, des rapports sociaux de sexe et des stéréotypes de genre. Donc depuis, d'autres travaux ont bien sûr marqué l'histoire de l'établissement. Depuis 10 ans, par exemple, on compte plus d'une centaine de publications de chercheurs et enseignants-chercheurs du CNAM sur les questions de genre. Bien sûr, les travaux du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, le LISE, les travaux du Centre d'études de l'emploi et du travail, le CET, qui porte par exemple sur le travail, la présence des femmes dans les conseils d'administration, le travail de nuit des femmes, le genre des trajectoires professionnelles et bien d'autres thèmes que je ne peux pas citer. À ces travaux s'ajoutent également les travaux précurseurs de l'Institut national d'études sur le travail et d'orientation professionnelle qui lient les questions de genre à celles du travail, d'école et d'orientation depuis les années 80, notamment sous l'impulsion de Madame Françoise Vouillot qui a fait énormément pour la promotion des questions de genre au sein de l'établissement et bien au-delà. Outre leur grande richesse scientifique, ces travaux ont animé le champ politique, puisque certaines de ses collègues de l'INETOP ont rédigé un rapport pour la HALDE, maintenant défenseur des droits, qui portait sur l'orientation scolaire et les discriminations, quand les différences de sexe masquent les inégalités. Enfin, une dernière originalité des travaux et des enseignements que nous portons tient à l'expression de ces travaux de l'INETOP dans des enseignements, et ce, dès le début des années 2000, avec la création d'un module genre, orientation et travail, inscrit dans la formation des conseillers d'orientation psychologues et dans des masters, ainsi que de nombreuses formations continues ad hoc menées sur ces questions au sein d'institutions et d'entreprises. Bien sûr, ces travaux dépassent notre équipe au sein de l'établissement. Cette chaire a vocation à être transverse au sein des SHS, avec le droit du travail, des sciences de gestion, et bien au-delà. Et elle a déjà trouvé un écho favorable auprès de l'école d'ingénieurs du CNAM, notamment sous l'impulsion de Frédéric. Et au-delà de l'établissement, elle a également vocation à poursuivre l'action dans le champ politique sur les questions de genre et de mixité de l'école au travail. Notre établissement peut donc d'ores et déjà s'enorgueillir d'être un acteur reconnu sur cette question sociale majeure, position qui ne pourra être que renforcée par les travaux que tu sauras impulser, Frédéric. Donc tu t'inscris dans cette histoire riche que tu contribueras à renouveler. Bienvenue à toi, et tu peux compter sur notre soutien à toutes et à tous dans le développement que tu porteras, dans les développements que tu porteras. Et avant de conclure, je tenais à remercier quelques femmes qui ont œuvré pour que cette leçon inaugurale puisse avoir lieu. Donc, Madame Elsa Yvon, qui est la secrétaire générale de notre équipe pédagogique nationale, Anaïs Thibault, qui est l'assistante de direction, et Christelle Salin, qui est la secrétaire de l'administrateur général. Donc, je vous remercie, et maintenant, je laisse la parole à Madame Bonafou. Monsieur l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, Madame la directrice de l'équipe pédagogique nationale Travail, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers collègues, cher Frédéric Pigère.
C'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de marrainer cette chaire, ici au CNAM, et pour toi, cher Frédéric. Et je tiens sincèrement à vous remercier tous trois de m'avoir invité à dire quelques mots en amont du discours inaugural de la récipiendaire. J'ai au moins 4 bonnes raisons d'être heureuse ce soir. J'essayerai quand même d'être assez rapide. La première, c'est que, comme professeur d'université, j'ai moi-même travaillé sur le genre dans un domaine et à une époque où ce n'était pas encore très tendance, mais où le sujet émergeait avec quelques années, voire décennies, de retard sur les pays nord-américains. Linguiste et spécialiste d'analyse du discours politique, je me suis en effet consacrée jusqu'aux années 2000 au discours de l'extrême droite, ou à la façon dont l'autre, l'étranger, l'immigré, le clandestin, le beurre étaient dits, racontés ou occultés dans le débat politique ou dans la presse. Mais dans les laboratoires que je fréquentais et où j'ai été formée étant jeune, le laboratoire de lexicométrie et texte politique de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, les cercles althussériens de l'École normale supérieure de Paris ou la Maison des sciences de l'homme, le genre était une dimension totalement absente de l'horizon d'analyse. Il a fallu attendre que la démarche paritaire en politique produise ses premiers effets et que de plus nombreuses femmes politiques émergent pour que la sociologie politique, l'analyse du discours et la communication politique s'interrogent sur la dimension genrée, ou pas, du discours et de la communication politique. Dimension volontaire ou inconsciente, dimension subie ou maniée de façon stratégique. C'est ainsi qu'au début des années 2000, j'ai animé une recherche internationale sur la journée du 8 mars et sa médiatisation au sein des différents systèmes symboliques nationaux et analysé la dimension sexuée du discours politique dans différents articles, revues, directions de thèse, en lien avec les travaux de sciences politiques qui se développaient au même moment sur ce sujet. Ma seconde raison d'être très heureuse ce soir, c'est que j'ai eu l'occasion d'exercer le pouvoir au féminin en compagnie de Frédéric Pigère lors de ma présidence de l'université Paris-Est Créteil. J'étais en effet déjà présidente d'université depuis 2 ans, quand Frédéric, alors professeur d'université à l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE, devint ma vice-présidente recherche SHS de 2008 à 2010, avant de prendre la direction de l'Institut de recherche en gestion de Créteil, l'IRG, en 2010, et d'en opérer la fusion avec l'équipe de gestion de Marne-la-Vallée, pour aboutir à un ensemble de 80 enseignants-chercheurs et 50 doctorants qu'elle dirigea avec brio. Je découvre alors, et Frédéric Pigère, qui me recommandait par d'autres collègues, mais je ne connaissais pas avant, et ses nombreuses qualités, et en tout premier lieu, sa rigueur et son exigence vis-à-vis d'elle-même et des autres, et surtout, sa détermination à ne pas se dérouter des voies qu'elle s'est fixées. Frédéric Pigère, qui après des études à l'École supérieure de commerce de Paris, aujourd'hui SCP Europe, et à l'université Paris 7, a d'abord exercé presque 6 ans dans le privé, comme consultante en organisation, puis comme responsable RH d'une grande entreprise. Elle n'a donc pas épousé la carrière universitaire par hasard ou par défaut. Titulaire d'un doctorat consacré à la socialisation différentielle des sexes, le cas des futures femmes cadres dans les grandes écoles d'ingénieurs et de gestion en 1986, habilitée à diriger des recherches en 2001, lauréate brillante de l'agrégation supérieure en 2002, elle n'a pas plus l'intention que je ne l'avais de mon côté de se laisser distancer dans sa carrière universitaire en raison de choix genrés. Son choix à elle est de garder la valence recherche jusqu'au bout et de doser ses investissements administratifs et pédagogiques en fonction de cet objectif. Et je pense aussi de ce grand plaisir intellectuel. Certes, Frédéric Pigère a assumé beaucoup de responsabilités de diplôme et même créé des diplômes ou des spécialités sans discontinuer tout au long de sa carrière universitaire. Dès 1990 au CNAM, puis à l'université Versailles-Saint-Quentin, puis à Créteil, en formation initiale, en formation continue, en apprentissage. Mais pour autant, elle parvient à ne pas se laisser enfermer dans les responsabilités pédagogiques, comme le font tant d'universitaires femmes, et surtout à ne pas se laisser cantonner à des tâches subalternes et dévoreuses de temps qui rendent impossible de continuer l'exercice de la recherche. Sachant dire non, elle échappe ainsi à cette relégation aux fonctions et aux échelles inférieures qui caractérisent encore trop souvent les carrières féminines universitaires avortées. Différentes dans nos formations de départ, ESCP d'un côté, ENS de l'autre, formations privilégiées et sélectives qui nous ont quand même bien donné l'élan initial,
Dans nos itinéraires, mais aussi dans nos disciplines, gestion RH d'un côté, communication de l'autre, mais néanmoins, comme beaucoup de femmes, toutes deux en sciences humaines et sociales, nous nous retrouvons ainsi pendant 2 ans dans une équipe de direction totalement mixte, où l'exercice du pouvoir au féminin ne semblait poser aucun problème. Depuis, et surtout depuis mes expériences suivantes, à la conférence des présidents d'université comme vice-présidente, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche comme directrice générale, ou maintenant à l'expression générale, je me suis souvent demandé ce qui nous avait donné ce sentiment à l'université Paris-Est-Créteil, qu'il était si facile et si agréable d'être des dirigeantes femmes. En y réfléchissant, mais aussi en parlant avec d'autres femmes, présidentes ou vice-présidentes d'autres universités, je pense que le fait d'exercer dans une université relativement récente, pluridisciplinaire et en périphérie, était un facteur favorable aux carrières féminines et plus largement aux carrières de tous ceux et toutes celles qui avaient envie de s'investir, de créer et d'innover. Ce n'était certainement pas un hasard si j'étais en 2006 la 3e présidente femme de l'université de Créteil et si avant moi il y avait même eu 2 présidents et présidentes maîtres de conférences dont l'un fut même le premier vice-président de la conférence des présidents de l'université. De là à dire que les lieux atypiques et un peu en marge du système sont favorables à la réussite des femmes, il y a un pas que j'oserais franchir. C'est en tout cas, cher Frédéric, un excellent souvenir que d'avoir pu partager avec toi ce plaisir d'agir comme femme dirigeante, tout en ayant en nous, dans nos têtes et nos mémoires, l'acquis de nos recherches sur les carrières des femmes et les mécanismes de sélection pour ce qui te concernait, et sur la pratique féminine du discours et de la communication politique pour ma part. La 3e raison de mon plaisir à être ici ce soir, c'est que j'ai contribué modestement à la création de cette chaire au CNAM, comme directrice générale d'enseignement supérieur et d'insertion professionnelle, en collaboration complice avec Olivier Faron, administrateur général du CNAM, dans le cadre de la politique ministérielle d'égalité des genres, promue par Geneviève Fioraso, de 2012 à 2015 tout d'abord, puis par Najat Vallaud-Belkacem, de 2014 à 2017. Il ne s'agit évidemment pas de dire que le souci d'une promotion plus égalitaire des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche date complètement de 2012. Mais la publication de la loi du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement et la supérieure et la recherche, marque vraiment un tournant, puisqu'elle proclame pour la première fois et de façon explicite l'objectif du renforcement de la parité homme-femme au sein des organismes nationaux d'enseignement supérieur et de recherche et au sein des instances décisionnelles des universités. La loi Fioraso s'attaque aussi à la question des jurys et des comités de recrutement en précisant la composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. On est quand même réaliste. Il aura donc fallu attendre 13 ans pour que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se préoccupe d'affirmer le principe paritaire introduit dans la Constitution française en juin 1999 et traduit en loi en juin 2000 pour ce qui concerne les élections politiques. Et 2 ans après la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises, dite la loi Copé-Zimmermann. C'est dans ce contexte volontariste qu'est adopté le premier plan d'action du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'égalité entre les femmes et les hommes, auquel tu as fait allusion tout à l'heure, Olivier, et ces 8 grandes mesures, dont l'une s'intitule « Soutenir et diffuser les recherches sur le genre ». Les ministres et secrétaires d'État alors en fonction sont en effet convaincus que le ministère de l'Enseignement supérieur doit se distinguer par rapport aux autres ministères, non pas par sa lenteur à mettre en œuvre les politiques d'égalité et de mixité, mais par sa capacité à penser le sujet dans toutes ses dimensions intellectuelles, sociologiques, statistiques, politiques, de l'école à l'entreprise, et à le resituer dans un contexte international. Alors que l'abécédaire de l'égalité, promu par Najat Vallaud-Belkacem pour lutter dès l'école primaire contre le sexisme et les stéréotypes de genre, déclenche une si violente polémique contre la ministre, son abécédaire et les dites études de genre qu'il est abandonné en tant que tel, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, lui, plus à l'écart des regards médiatiques et politiques, pour un tel sujet en tout cas, continue à promouvoir les études de genre, convaincu que c'est au contraire un vrai travail de recherche dans les formes et les canons de la recherche internationale qui fera avancer la société sur de tels sujets. C'est donc assez logiquement que Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et la recherche, me demande de réfléchir à l'opportunité de créer une chaire études de genre qui ait une visibilité nationale et internationale.
Certes, il existe toujours en France plusieurs équipes de recherche travaillant pour toute ou partie de leur activité sur ce sujet. Mais la visibilité et la diffusion de ces recherches n'étaient pas à la hauteur des enjeux. D'où l'idée d'une chaire nationale dont la vocation devait être tout autant celle de la diffusion sociétale que de la recherche, et l'idée de solliciter le CNAM, dont l'administrateur souhaitait justement à la même époque redéfinir et revitaliser les chaires dont son établissement avait l'exclusivité avec le Collège de France. Mais franchement, où placer mieux cette chaire sur le genre qu'au CNAM, cette institution héritière de l'esprit des Lumières et des encyclopédistes, multidisciplinaire et profondément éducative, ouverte sur la société, l'entreprise et les territoires. Je ne voudrais pas terminer cette introduction à ta conférence, cher Frédéric, sans mentionner mon dernier motif de satisfaction ce soir. Après avoir travaillé moi-même sur le genre en politique, avoir exercé le pouvoir universitaire au féminin et avoir mis en œuvre une politique nationale d'égalité entre les hommes et les femmes, je suis en effet aujourd'hui militante active de l'Association pour les femmes dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, autrement dit l'AFDESRI, créée en 2014 dans la foulée de la loi Fioraso et de la prise de conscience collective de la très faible présence des femmes à la tête des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette association, qui accueille aussi bien les hommes que les femmes, qui sont soucieux de lutter contre les stéréotypes de genre et les biais d'orientation qui en découlent, contre les phénomènes de plafond de verre ou contre les violences sexistes ou sexuelles, travaille en appui, mais aussi en aiguillon de la politique ministérielle. Aujourd'hui, présidée par Sophie Béjean, ex-présidente d'université et rectrice de l'Académie de Strasbourg, soutenue par le ministère, l'AFDESRI compte plus d'une centaine d'adhérentes et d'adhérents, parmi les universitaires, les chercheurs, mais aussi parmi les cadres des universités, des écoles, des organismes de recherche ou du ministère. Son objectif premier est de promouvoir la montée des femmes en responsabilité à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est pourquoi notre dernier séminaire national, tenu le 18 janvier 2019 rue Descartes, avec les interventions de la ministre, du DRH du ministère, du président de la conférence des présidents d'université, de la présidente de la conférence des grandes écoles et du président du CNRS, a été intitulé numéro 2, numéro 1, point d'interrogation, faisant ainsi écho au titre de l'ouvrage « Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles » de la chercheuse en communication politique Marlène Coulon-Gully. C'est pourquoi aussi nous avons entrepris depuis 1 an de monter et de mettre en œuvre plusieurs formations en collaboration avec la Fondation L'Oréal et avec la conférence des présidents d'université pour aider des femmes exerçant déjà un certain nombre de responsabilités et susceptibles d'en exercer de plus hautes à oser sauter le pas sans autocensure infondée. Parmi les axes d'action 2019 de l'AFDESRI, figure enfin un meilleur recensement des recherches et des données sur le genre relativement à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, afin de mieux faire connaître ces recherches dans notre milieu et de mieux étayer l'action politique, l'action publique et notre action militante. Symétriquement, nous souhaitons aussi que notre association soit connue des chercheurs et chercheuses du domaine afin de leur apporter tout le soutien et l'aide que nous pourrons en lien avec le ministère. Bien distinguer la recherche et le militantisme est en effet nécessaire aux deux activités, mais savoir soutenir intelligemment l'un par l'autre est également la meilleure façon de valoriser une recherche en sciences humaines et sociales qui reste encore trop souvent ignorée des politiques et sous-utilisée par l'action publique et militante, alors qu'elle peut largement contribuer à la fonction sociétale de l'université, entendue au sens large. En conclusion, la création de cette chaire genre, mixité, égalité, femmes-hommes de l'école à l'entreprise, ici, au CNAM, a vraiment tout pour me ravir. Et je te souhaite, cher Frédéric, pleine réussite dans ton entreprise de recherche, de formation et de valorisation. Je vous remercie. Monsieur l'administrateur général, Madame la directrice de l'équipe pédagogique nationale Travail, Madame l'inspectrice générale, chers collègues, chers amis, chères familles, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement, tous les trois, pour vos interventions très agréables à mes oreilles et pour vos propos très amicaux et très encourageants. Je mesure ainsi l'honneur qui m'est fait, mais aussi le défi qui m'attend. Car il s'agit d'assurer la place de cette chaire dans le paysage académique et institutionnel français. Puisque cette chaire est une création, l'enjeu consiste à montrer que toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à sa création, pendant un temps finalement assez long, d'après ce que je viens d'entendre,
ont eu raison d'imaginer sa mission et de maintenir leur détermination jusqu'à ce qu'elle existe. Je voudrais donc de nouveau vous remercier bien sincèrement tous les deux, Olivier Faron en tant qu'administrateur général du CNAM et Simone Bonafous, alors directrice de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, pour avoir travaillé ensemble afin que cette chaire, qui était en émergence depuis longtemps, devienne enfin une réalité. Je sais aussi, cher Olivier, que tu en seras un soutien indéfectible et je te remercie vivement pour cet engagement. Car on pourrait s'étonner qu'une telle chaire soit créée sur la thématique du genre, mais en fait cela s'inscrit parfaitement dans la tradition du CNAM. L'une des raisons que l'on peut avancer est qu'Olympe de Gouges, considérée comme l'une des toutes premières féministes françaises, a quelque chose à voir avec le CNAM. En effet, elle avait échangé avec l'abbé Grégoire, le fondateur du CNAM en 1794, à propos de l'abolition de l'esclavage. Ce dernier avait cité Olympe de Gouges dans son texte, publié en 1808, intitulé « Liste des hommes courageux qui ont plaidé la cause des malheureux noirs ». Au-delà de cette anecdote, Olympe de Gouges est surtout connue pour avoir rédigé une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle affirmait l'égalité des droits civils et politiques des deux sexes, en, j'ouvre les guillemets, insistant pour qu'on rendît à la femme des droits naturels que la force du préjugé lui avait retirés. Ainsi, elle écrivait la phrase la plus célèbre de sa déclaration « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Une autre bonne raison de créer une telle chaire au CNAM, me semble-t-il, c'est que le CNAM s'inscrit depuis son origine dans une tradition humaniste, d'attention aux autres et de préoccupation face à des inégalités, notamment sociales, auxquelles il convient de s'attaquer. Plusieurs chaires en portent témoignage, accessibilité, économie solidaire, santé et développement, et tout récemment, santé et humanité par exemple. On peut donc dire que cette nouvelle chaire sur le genre s'inscrit dans la noble tradition du CNAM. Cependant, cette chaire ne se limite pas à la notion de genre. Deux autres notions ont été ajoutées dans son intitulé, mixité et égalité femmes-hommes, ainsi qu'un contexte de référence de l'école à l'entreprise. Défini ainsi de manière large, ce contexte permet d'envisager la dimension systémique de la thématique de cette chaire. Ce qui se passe dans l'entreprise trouve en effet largement son origine à l'école. Pour le dire autrement, et c'est une évidence, la situation des femmes et des hommes dans le monde du travail, dans l'entreprise, a été largement préparée à l'école par l'école. Pour expliciter les différentes notions de l'intitulé de la chaire, je les mobiliserai, si vous le permettez, dans l'ordre inverse de leur apparition. Tout d'abord, l'égalité entre les femmes et les hommes. Je commencerai par développer cette notion car elle constitue le fondement de toute démocratie, le fondement de notre cadre juridique. Et elle figure en bonne place dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Elle se trouve ainsi pleinement légitimée. Le principe d'égalité de tous devant la loi et d'égalité des droits, indépendamment du sexe, de la religion, de l'origine, etc., a été énoncé en France dès 1789 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Depuis, plus près de nous, ce principe a été repris dans tous les textes fondateurs, notamment dans la Constitution de la Ve République en 1958, mais aussi dans les différents traités constitutionnels européens, traité de Rome et traité d'Amsterdam notamment. En matière de travail et dans le monde professionnel, une première loi a été promulguée en France en 1972 sur l'égalité salariale, le fameux principe à travail égal, salaire égal. Les lois suivantes, comme la loi Roudy de 1983, puis la loi Génisson de 2001, ont ensuite mis l'accent sur la négociation collective et ont imposé que la question de l'égalité soit l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux. D'autres lois encore, plus proches de nous, ont été promulguées pour tenter de rendre effective l'égalité entre les femmes et les hommes. En 2011, la loi Copé-Zimmermann, évoquée à l'instant par Simone Bonafous. En 2014, la loi sur l'égalité réelle, pour la première fois, prévoit des sanctions en cas de manquement. Les lois de 2015 et 2016, enfin, précisent le cadre du dialogue social sur l'égalité professionnelle et organisent sa mise en œuvre. Il y aurait beaucoup à dire sur ces lois et leur capacité à rendre l'égalité effective. Certains de nos collègues, notamment juristes ou sociologues, s'y emploient.
Car en effet, les observations montrent que les inégalités subsistent, voire qu'elles résistent, malgré cet important arsenal législatif. La première des inégalités sur le plan professionnel concerne les salaires. Le principe à travail égal, salaire égal est loin d'être mis en œuvre. Exprimé désormais de manière plus précise en prenant en compte la notion de travail de valeur comparable, ce principe n'en est pas davantage respecté. De nombreuses recherches ont montré depuis longtemps que les femmes sont moins payées que les hommes, et bien sûr, même si on neutralise les effets qui pourraient justifier de tels écarts, à savoir la durée du travail. Sur ce point, sait-on que 30% des femmes salariées travaillent à temps partiel et qu'elles constituent ainsi 80% des salariés à temps partiel. Le niveau de qualification, l'ancienneté dans l'entreprise ou dans le poste, l'expérience acquise, le secteur d'activité, etc. Même selon une formule chère aux économistes, toutes choses égales par ailleurs, il subsiste un différentiel d'environ 9%, qui ne peut s'expliquer par la neutralisation des facteurs que je viens de citer. Car toutes choses ne sont pas égales par ailleurs, et la célèbre formule des économistes avait ainsi été retournée dans une publication du début des années 2000 qui titrait « Toutes choses inégales, point de suspension ». Au-delà de ces inégalités salariales, et bien sûr en relation avec elles, d'autres inégalités sont observées. Dans la nature des emplois occupés, j'y reviendrai à propos de mixité. Dans l'accès aux positions supérieures, car même si l'on observe des évolutions, elles restent très lentes et l'accès de femmes au sommet de la hiérarchie des organisations reste rare, qu'il s'agisse des entreprises, de l'université ou de l'hôpital par exemple. Inégalité dans l'accès à la formation professionnelle continue, dont les femmes bénéficient moins que les hommes. Inégalité enfin dans le partage des responsabilités familiales et domestiques, que l'on pourrait considérer comme ne relevant pas du domaine professionnel. Pourtant, cette charge que portent très massivement les femmes contribue bien souvent à freiner leur évolution professionnelle. La liste de ces inégalités n'est certes pas exhaustive, mais je ne voudrais pas nous déprimer davantage. Je vais donc maintenant passer à la deuxième notion évoquée dans l'intitulé de la chaire, la mixité. Si l'on se réfère au dictionnaire, la mixité désigne le caractère de ce qui est mélangé. En cela, elle dépasse largement la seule question du sexe. Historiquement, en effet, la question de la mixité a d'abord concerné les religions, en l'espèce les catholiques et les protestants. Il s'agissait de savoir jusqu'où les deux communautés pouvaient se mélanger. Le débat sur la mixité s'est ensuite étendu à l'école et à l'éducation, à la fois à propos de religion, mais aussi de sexe. On se demandait si l'on pouvait accueillir des protestants dans les écoles catholiques, l'inverse semblait poser moins de problèmes. On se demandait si l'on devait éduquer les filles et les garçons de la même manière. À l'école, la mixité des sexes a été instaurée progressivement en France au cours des années 60. Aujourd'hui effective dans l'enseignement primaire et au collège, elle se fissure au lycée. Dès la classe de seconde, seulement 46% des élèves qui suivent des options scientifiques ou technologiques sont des filles, alors qu'elles sont surreprésentées, 69%, dans les enseignements au profil littéraire. En terminale générale, les écarts se sont encore creusés. Les filles représentent à peine la moitié des élèves de la filière scientifique, alors qu'elles composent 79% des effectifs de terminale littéraire. Dans les terminales technologiques également s'opère une non-mixité. Les filles sont 88% en terminale sciences et technologies de la santé et du social, contre 7% en terminale sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Il en va de même dans l'enseignement supérieur. Un exemple significatif, qui concerne d'ailleurs le CNAM, est celui des formations d'ingénieurs. On observe que le nombre de femmes dans les formations scientifiques et techniques évolue peu et qu'au niveau ingénieur, la part des femmes diplômées stagne autour de 25% en moyenne depuis de nombreuses années. Dans certaines spécialités, comme en informatique par exemple, la situation est même assez préoccupante. Non seulement les femmes sont minoritaires, mais leur nombre diminue régulièrement depuis les années 80. À cette époque, en effet, les écoles d'ingénieurs en informatique comptaient près de 30% de femmes, bien au-delà des autres spécialités, alors qu'aujourd'hui, l'informatique représente la spécialité où elles sont le moins nombreuses. Je ne sais pas si cela est rassurant, mais on observe que la situation n'est pas propre à la France. Cela ne constitue pas pour autant une fatalité.
Par exemple, l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh en Pennsylvanie, l'une des universités les plus réputées en sciences de l'informatique et en électronique, a réalisé le même constat. Et c'est sans doute sa position parmi les meilleures universités mondiales dans son domaine qui l'a incité à s'attaquer au problème. Elle a réussi à réinverser la tendance en quelques années seulement. Bien sûr, la réalité exprimée au travers de ces quelques chiffres se traduit largement dans le monde du travail. En la matière, la situation française, mais elle n'est pas isolée, se caractérise par ce que l'on peut appeler une ségrégation horizontale des emplois, pour signifier que les hommes et les femmes n'exercent pas les mêmes métiers, n'occupent pas les mêmes emplois. Plus de la moitié des femmes actives, 52%, se concentrent en effet dans 10 familles professionnelles parmi les 87 définies par l'INSEE. Pour les hommes, en revanche, il faut près de 35 familles professionnelles pour réunir la moitié d'entre eux. Quels sont donc ces emplois à dominance féminine? Ils se situent dans quelques domaines spécifiques, essentiellement le soin aux autres et les services. Il s'agit des emplois d'enseignantes, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'assistantes maternelles, de vendeuses, d'aides à domicile, d'agentes d'entretien, d'employés, de secrétaires et des métiers de l'action sociale. Les hommes ne sont présents dans ces emplois que pour 13%. Souvent peu qualifiés, voire peu valorisés, ces emplois sont assez mal rémunérés, ce qui explique en grande partie les inégalités salariales exposées précédemment. Mais le manque de mixité n'épargne pas pour autant les emplois plus qualifiés. Nous avons évoqué la formation des ingénieurs. Elle se traduit logiquement par une sous-représentation des femmes dans les emplois d'ingénieurs. Cette situation, notamment dans le secteur informatique évoqué précédemment, est préoccupante pour 2 raisons. D'abord parce que les métiers de l'informatique et du numérique constituent des secteurs essentiels pour l'avenir. Ensuite parce que la situation actuelle marque un recul par rapport aux années 80. Des études ont montré comment l'introduction de la micro-informatique notamment avait contribué à la disparition progressive des femmes de divers emplois, comme ceux liés à la programmation, où elles étaient pourtant bien présentes. Un autre exemple, celui du corps médical, montre également que malgré une quasi-parité pour l'ensemble des médecins, certaines spécialités restent encore très peu féminisées, comme la chirurgie, alors que d'autres sont très féminisées, comme la dermatologie. La mixité concerne aussi l'accomplissement des mêmes tâches dans un emploi donné. Or, même lorsque les emplois sont mixtes, on constate que certaines tâches sont attribuées aux femmes et d'autres aux hommes. Par exemple, dans un bureau d'études, les femmes sont plus souvent en charge de la conception et du dessin technique, alors que les hommes vont plutôt sur les chantiers suivre l'avancement des travaux. De même, pour un emploi d'éducateur en crèche, les jeux et les sorties sont pris en charge par les hommes et les femmes sont dévolues à l'hygiène et au repas. La situation semble néanmoins évoluer favorablement. Une étude récente de la direction de la recherche du ministère du Travail, la DARES, montre que sur 30 ans, la ségrégation a diminué par l'effet conjugué de 2 phénomènes. D'un côté, on observe un recul de l'emploi dans certains métiers très féminisés, tels que ceux des agents d'entretien, des secrétaires et des ouvrières non qualifiées du textile et du cuir. D'un autre côté, davantage d'emplois à dominance masculine sont devenus mixtes, surtout parmi les emplois qualifiés. Les cadres de la fonction publique, les cadres administratifs, comptables et financiers, les cadres des banques et assurances, les attachés commerciaux et les professionnels de l'information et de la communication. Ces évolutions restent cependant modestes et très lentes. Parler de mixité des emplois, c'est enfin se préoccuper de la présence des 2 sexes dans la hiérarchie des organisations et donc de la possibilité pour les femmes d'accomplir les mêmes parcours. On sait ainsi que même dans les secteurs les plus féminisés, les positions supérieures, les postes à responsabilité les mieux payés, bref, là où s'exerce le pouvoir, ces postes sont le plus souvent occupés par des hommes. Là encore, la situation n'est pas équilibrée. Les femmes sont soumises à ce qu'il est courant de nommer un plafond de verre pour signifier leur présence de moins en moins importante au fur et à mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie. Ces situations sont universelles au sens où elles existent dans la grande majorité des économies développées et des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Ainsi, malgré certaines croyances ou convictions, le secteur public ne se montre pas plus vertueux que le secteur privé. Des travaux récents ont mis au jour la réalité du plafond de verre dans la fonction publique.
Dans la catégorie A des fonctionnaires, qui regroupe les emplois accessibles à partir du niveau licence, on compte 45% de femmes, 61% si on y inclut les enseignantes. Elles ne sont plus que 38% dans la catégorie dite A+, c'est-à-dire hors échelle, regroupant les fonctionnaires les plus diplômés, puis 31% dans les emplois de direction, et finalement 22% dans les emplois à décision du gouvernement, les ambassadrices, préfètes ou directrices d'administration centrale. Dans le monde juridique, les magistrats sont souvent des magistrates. Ainsi, en 2017, au premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, 73% des admis étaient des femmes. Elles comptaient pour 77% des candidats. Pourtant, dans les plus hautes sphères de la magistrature, elles se raréfient aussi. Elles sont minoritaires dans toutes les chambres de la Cour de cassation, et encore à ce jour, une seule femme a été présidente de la Cour de cassation. C'était il y a plus de 30 ans, entre 1984 et 1988, fonction occupée par Simone Rosès. À l'université, la part des femmes parmi les maîtres de conférences atteint aujourd'hui 44% en moyenne, avec des différences encore marquées entre disciplines. Mais au niveau des professeurs d'université, la part des femmes, là aussi variable d'une discipline à l'autre, n'atteint plus que 24% en moyenne. Il y a donc encore d'importantes marges de progrès. À propos du corps médical dont je parlais précédemment, un récent article de presse titrait sur « Un monde hospitalo-universitaire si peu féminin ». En effet, les femmes représentent 52% des médecins hospitaliers, mais seulement 19% du corps le plus élevé, à savoir les professeurs d'université, praticiens hospitaliers. Au CNAM, parmi les professeurs titulaires de chaires, on compte bientôt une dizaine de femmes pour 55 chaires, sous réserve de l'exactitude de mes données. On pourrait encore multiplier les exemples. Pourtant, depuis près de 40 ans, les verrous et les interdictions à la présence des femmes qui avaient subsisté, tant dans certaines formations que dans certains emplois, ces verrous ont sauté. Les grandes écoles d'ingénieurs et de gestion, notamment, souvent considérées comme des voies royales pour accéder aux emplois supérieurs, se sont ainsi ouvertes aux femmes dans les années 70, comptant parmi les dernières formations à accueillir des femmes. Aujourd'hui, tous les emplois sont ouverts aux femmes. Elles peuvent même, depuis quelques mois, travailler dans les sous-marins nucléaires. Mais force est de constater que cette ouverture ne s'est pas accompagnée d'une répartition égale entre femmes et hommes. Les habitudes, les clichés, les représentations, l'autocensure des femmes elles-mêmes ont la vie dure. Or, les organisations de travail non mixtes, qu'elles soient publiques ou privées, ne sont satisfaisantes, ni pour les salariés, ni pour les dirigeants, car elles peuvent engendrer des dysfonctionnements coûteux. Rigidité organisationnelle, atteinte à la santé, frein au parcours professionnel et limite à la reconnaissance, selon les conclusions d'une étude de l'Agence nationale pour les conditions de travail. Après avoir dressé un panorama incontestable des inégalités entre femmes et hommes et des progrès à accomplir en matière de mixité, il est temps maintenant d'en venir à la troisième notion figurant dans l'intitulé de la chaire, le genre. La notion de genre a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Elle a été et est encore très controversée. Simone Bonafous en a donné un exemple significatif à propos de l'abécédaire de l'égalité. Certains des adversaires du genre ont pu en développer une critique féroce, notamment en dénonçant une certaine théorie du genre. Alors, qu'est-ce que le genre ? Le genre est une catégorie d'analyse, un concept pluridisciplinaire indispensable pour penser le monde social. Le genre contribue en effet à reconsidérer les différences entre les sexes pour les dénaturaliser et mettre en évidence les rapports de domination qui caractérisent la relation entre le masculin et le féminin. Mais pour autant, le genre ne constitue pas une théorie. Il n'existe pas de corpus idéologique homogène, ni de stratégie politique déterminée sur le genre. Le concept de genre traverse de multiples disciplines et des champs de recherche très variés qui sont investis avec des approches théoriques et méthodologiques diverses. Surtout, la notion de genre est l'objet de débats et de tensions qui concourent à sa reconfiguration permanente. Et d'ailleurs, l'expression « théorie du genre » entre guillemets, est utilisée surtout en cas de désaccord avec les effets produits par l'usage du concept de genre. On peut en effet comprendre les craintes, voire les oppositions, de celles et ceux qui ne veulent pas entendre parler de domination masculine et encore moins de dénaturalisation des différences entre les sexes. Car l'un des apports du genre consiste précisément à analyser ces différences
en tenant compte de leur construction sociale et des processus de domination dans une histoire longue. Le genre permet de comprendre que la différence de sexe n'est pas simple altérité, identité autre qui serait seulement autre, et donc ni supérieure ni inférieure. Or, justement, la différence de sexe n'est pas de cet ordre-là. Il s'agit d'une différence hiérarchisée. Françoise Héritier, la célèbre anthropologue aujourd'hui disparue, parlait de valence différentielle des sexes pour signifier la supériorité du masculin par rapport au féminin, de tout temps et dans toutes les sociétés, faisant ainsi de la domination masculine ce qu'elle appelait un invariant de l'humanité. Alors oui, en remettre en question les fondements, c'est s'attaquer à un ordre établi. En cela, alors oui, bien sûr, le genre est un concept subversif. Alors le genre, à quoi ça sert ? Cette question, énoncée un peu sous forme de provocation, avait été choisie comme thème des assises annuelles de l'Institut Émilie du Châtelet en 2012. Si l'on veut espérer faire évoluer nos sociétés et pouvoir progresser et voir progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la mixité dans l'emploi, le genre aide à penser, car il favorise une compréhension plus fine de toutes les inégalités. Il peut ainsi favoriser l'action en produisant des connaissances validées, susceptibles de renverser les opinions, les représentations ou les clichés habituels sur ces questions. Il y aurait beaucoup à dire sur les apports et les controverses scientifiques qui se sont développées et se développent encore autour de la notion de genre, tant ce genre des études de genre est riche et varié. Permettez-moi simplement de vous livrer quelques avancées permises par le recours à la notion de genre qui me semble particulièrement heuristique. D'abord, j'évoquerai le recours à la notion de genre par d'autres disciplines que celles des sciences humaines et sociales, déjà souvent mentionnées, comme la biologie et les neurosciences. Ces apports, en effet, sont souvent moins bien connus. Pourtant, mobilisé en biologie, le genre a permis de dénaturaliser la différence de sexe, notamment en montrant que la bicatégorisation entre deux sexes, l'un masculin, l'autre féminin, ne correspond pas à la réalité du monde vivant. La nature du vivant s'inscrit en fait sur un continuum, et la bipartition absolue et exclusive entre deux sexes, loin de refléter une quelconque vérité biologique, repose sur des processus d'interprétation de données biologiques et de normalisation des corps. L'existence d'individus intersexués révèle d'ailleurs l'arbitraire de cette frontière naturalisée entre mâle et femelle, et on peut comprendre les opérations de réassignation sexuelle comme des moyens d'assurer fermement le maintien d'une telle frontière. Les neurosciences, de leur côté, grâce à l'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, ont permis de tordre le cou aux idées reçues, selon lesquelles le cerveau des hommes et le cerveau des femmes seraient différents, celui des femmes étant bien sûr plus petit et donc moins performant. Non seulement on sait que la taille du cerveau n'a aucun rapport avec l'intelligence, mais la recherche a surtout forgé la notion de plasticité cérébrale. Car on sait aujourd'hui que seulement 10% des connexions neuronales sont présentes à la naissance et que les 90% restantes se développent au fur et à mesure des interactions de l'enfant puis de l'adulte avec son environnement. Le cerveau continue en effet à évoluer tout au long de la vie. Ainsi, comme même à l'exprimer la neurobiologiste Catherine Vidal, le cerveau d'un homme pianiste, par exemple, sera plus proche de celui d'une femme pianiste que de celui d'un homme footballeur. Refuser l'égalité entre les sexes, au prétexte que la nature aurait créé du masculin et du féminin de façon radicalement différenciée et hiérarchisée, repose définitivement sur une contre-vérité scientifique. Ensuite, et c'est le deuxième point que je souhaite aborder, le genre permet d'adopter une perspective relationnelle des rapports sociaux entre les femmes et les hommes qui favorise l'étude conjointe des deux groupes. En effet, le masculin et le féminin sont le produit d'un rapport social et on ne peut étudier un groupe de sexe sans le rapporter à l'autre. Cette perspective permet de sortir du piège de l'enfermement dans des catégories, aussi utiles puissent-elles être par ailleurs. Il s'agit de se recentrer sur la personne pour mieux penser la capacité de chacun, chacune, à se reconnaître comme d'un sexe, sans être jamais exclusivement assigné à celui-ci. L'important est moins de savoir ce qu'est l'identité sexuée que de comprendre les décalages qui peuvent exister entre identité sexuée, se catégoriser comme femme ou homme, et identité de genre, se référer aux normes sociales de féminité ou de masculinité.
Enfin, et c'est le point central, le genre éclaire les rapports de pouvoir et de domination qui sont au cœur de la question des inégalités. Dans le monde du travail, c'est bien le recours à la notion de genre qui a permis de mettre au jour les processus de valorisation différenciés et inégalitaires des aptitudes des hommes et des femmes au travail. Les travaux sur les ouvrières ont montré qu'on utilisait des compétences acquises dans la sphère domestique, comme la dextérité ou la précision, tout en leur refusant le statut de compétence professionnelle, ce qui constitue un déni de qualification. Concernant les femmes cadres, les études de genre ont révélé comment les organisations de travail fonctionnent selon des régimes d'inégalité qui produisent la rareté des femmes au fur et à mesure de leur évolution hiérarchique, leur contestant ainsi toute légitimité dans l'exercice du pouvoir. Je voudrais maintenant consacrer le temps qui me reste à quelques questions que vous vous êtes peut-être également posées. La première de ces questions renvoie à la résistance des inégalités. Malgré les connaissances accumulées, malgré les combats menés, malgré les avancées réalisées, pourquoi l'égalité dans les faits, l'égalité réelle, n'est-elle pas encore acquise? Tout d'abord, et c'est presque une évidence, parce que l'égalité des sexes ne plaît pas à tous et à toutes et qu'elle peut être contestée de façon détournée, implicite et hypocrite, parfois par ceux-là même qui se battent justement pour l'égalité de tous. L'histoire a montré, dès la Révolution française, que même au sein des milieux qui revendiquent leur émancipation, la domination sur les femmes demeure. Les révolutionnaires se battent en effet pour s'émanciper de la monarchie de droit divin et gagner leur liberté. Mais ils repoussent en même temps les femmes hors de l'espace public et ferment les clubs de femmes, par exemple, en 1793. Un ancien révolutionnaire, Sylvain Maréchal, produit même un texte en 1801 qui s'intitule « Projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes ». Bien qu'il ait développé des idées progressistes, il avait notamment co-rédigé avec Babeuf le Manifeste des égaux et qu'il adopte un ton plaisant dans son texte, Sylvain Maréchal est convaincu de l'infériorité des femmes et il entend bien cantonner celle-ci à la sphère familiale. En évoquant, je cite, les inconvénients graves qui résultent pour les deux sexes de ce que les femmes sachent lire, il ne fait que rappeler l'ordre hiérarchique des sexes. Ainsi, l'égalité des sexes n'était pas une évidence pour les révolutionnaires et il aura fallu 2 siècles pour inclure progressivement les femmes dans la démocratie et dans la République, et cette inclusion n'est pas encore complètement accomplie aujourd'hui. Si l'égalité ne plaît pas à tout le monde, c'est bien sûr parce qu'elle remet en cause un ordre établi depuis très longtemps et qu'elle constitue donc un enjeu politique et social majeur. Ensuite, si l'égalité résiste encore, et parfois fortement, c'est paradoxalement, selon certains, parce que de réels progrès ont déjà été accomplis en matière d'émancipation des femmes depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Effet paradoxal, puisque l'existence même de tels progrès permet de résister à des progressions plus rapides, de dire que, les choses évoluant dans le bon sens, il faudrait seulement que les femmes fassent preuve d'un peu de patience, car on ne peut pas tout changer en même temps. Mais d'une part, on peut légitimement s'interroger sur la dose raisonnable de patience à demander aux femmes. 5 ans, 10 ans, 25 ans, davantage? Certes, à l'échelle de l'humanité, les progrès effectués en quelques dizaines d'années peuvent sembler extraordinaires. À l'échelle d'une vie de femme, il y a lieu d'être découragé. Et d'autre part, ces progrès sont loin d'être généralisés. Les phénomènes de harcèlement, que je n'ai pas abordés, persistent largement, comme l'expriment des mouvements comme MeToo. Le progrès vers plus d'égalité s'accompagne même parfois de régression. Les retours de bâton existent en matière de droits des femmes, comme le droit à l'avortement, pour ne citer qu'un seul exemple, si souvent contesté aujourd'hui dans différents pays qui l'avaient reconnu. La deuxième question qui vient alors logiquement concerne les actions à mener. Que peut-on faire pour œuvrer à l'égalité entre les femmes et les hommes? Puisque nous sommes toutes et tous concernés en tant que citoyennes et citoyens, la question de l'égalité ne doit pas rester une question réservée à des spécialistes. La création d'une chaire sur le genre, la mixité et l'égalité au CNAM répond, parmi d'autres, à un enjeu de diffusion de la connaissance. Il s'agit d'élargir le plus possible le public susceptible d'en suivre les enseignements et de les proposer au plus grand nombre. Docet omnes ubique. La devise latine du conservatoire signifie « il enseigne à tous et partout ». Cet engagement convient parfaitement pour cette chaire, qui a donc vocation à contribuer au développement d'une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes dans un jeu gagnant-gagnant.
Tout le monde a quelque chose à gagner d'une plus grande égalité, les femmes bien sûr, mais aussi les hommes, les entreprises et les organisations, et finalement la société dans son entier. Est-ce prouvé, validé scientifiquement ? Il existe en sciences de gestion des travaux fort sérieux qui montrent en effet que la performance, surtout financière, des entreprises est meilleure lorsqu'elles emploient un plus grand nombre de femmes, notamment au sein de leur direction. Mais il existe aussi d'autres études, tout aussi sérieuses, qui ne concluent à aucune corrélation entre performance et égalité, entre performance et mixité. Que faut-il en penser ? Les chercheurs, chercheuses seraient-ils ou seraient-elles plus militants, militantes pour les premiers travaux, plus objectifs pour les seconds ? Mais la question à poser n'est-elle pas plutôt celle de la pertinence du business case, c'est-à-dire de l'argument économique, pour légitimer toute responsabilisation sociale ? Je défends au contraire que les entreprises sont au service du développement de l'humanité, autant dans ce que produit leur fonctionnement que dans les produits qu'elles offrent. Les problématiques des recherches concernant l'égalité femmes-hommes ne peuvent occulter la question du développement des capacités des femmes et des hommes, pour reprendre le concept d'Amartya Sen. La connaissance en ce domaine est donc fondamentale. Mais souvent initiée par des approches féministes, la recherche centrée sur l'égalité femmes-hommes a souffert et souffre encore de certaines tentatives de délégitimation. Analyser et critiquer les inégalités relèverait de militantisme et non de la science. Pourtant, viendrait-il à l'esprit d'un quelconque chercheur de légitimer l'abolition du travail des enfants ou celui des esclaves, qui subsistent parfois, nous le savons, au seul nom de la profitabilité de l'entreprise ? L'égalité femmes-hommes constitue un droit. Les recherches consistant à étudier rigoureusement, c'est-à-dire en conjuguant argumentation logique et validation empirique, étudier donc les modes de mise en œuvre et les conditions légales, organisationnelles, symboliques, etc. de cette égalité, ne sauraient être disqualifiées. Il faut donc sensibiliser chacun, chacune, faire connaître les avancées des études de genre, notamment dans le champ professionnel. Il faut aussi continuer à stimuler la recherche pour faire évoluer les pratiques. Dans l'institution scolaire, par exemple, notamment autour des pratiques de l'orientation dont on a pu mesurer la force. Dans le monde du travail, pour faire reculer toutes les inégalités, apprendre à y poser systématiquement la question de l'égalité, comme celle de la présence des femmes et celle de leur discrimination, directe ou indirecte. De façon générale, je ne crois pas à une volonté délibérée de nuire ou d'asservir les femmes en France, même si cela reste toujours possible ici, et en tout cas ailleurs. Ma propre expérience de recherche m'a plutôt confrontée à l'étonnement et à l'incrédulité de mes interlocuteurs, et finalement à l'absence d'une perception juste de l'ampleur des phénomènes d'inégalité. Puisqu'aujourd'hui des femmes sont présentes partout, dans tous les métiers, à tous les niveaux, dans toutes les organisations, leur rareté ne se voit pas. Leur simple présence suffit, voire rassure. Ce serait le signe que la situation n'est finalement pas si grave. Le sujet est difficile, il ne faut pas s'y méprendre. Il ne s'agit pas de simplifier des questions complexes par essence. L'égalité porte aussi ses propres contradictions depuis les origines de la démocratie, comme le précise la philosophe Geneviève Fraisse, spécialiste de la pensée féministe. J'aimerais citer l'un de ses propos. Il s'agit de se demander comment penser l'égalité des sexes en échappant au piège de l'identité des sujets ou des normes de la domination. Car le vrai problème est celui de l'historicité face à la volonté répétée de mettre les sexes hors du temps politique. Que le monde soit sexué oblige à reconnaître la contradiction démocratique qui s'attache toujours à l'égalité des sexes. Pour conclure, je voudrais rappeler l'engagement pris par le président de la République de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Le CNAM n'avait pas attendu cela pour s'engager dans le combat pour l'égalité. Ainsi, la charte égalité femmes-hommes a été signée en 2016 par l'administrateur général du Conservatoire, comme Olivier Faron, comme il l'a précisé tout à l'heure. Parmi les engagements énoncés figurent des actions obligatoires, comme celle, je cite, de sensibiliser les étudiants et les étudiantes à l'égalité hommes-femmes et à la question du genre. Il s'agit d'y consacrer une action pédagogique dédiée significative. Des actions optionnelles sont également prévues, comme celle de proposer un module spécifique sur les études de genre, qui sera soit électif, soit obligatoire. Le CNAM, cela a été dit aussi, est l'un des premiers établissements publics d'enseignement supérieur à avoir adopté l'écriture non sexiste. La création de cette chaire constitue, à n'en pas douter, un instrument de plus en faveur de cette grande cause et ne manquera pas de contribuer au respect des engagements pris.
Nous sommes visiblement dans une période favorable et je suis particulièrement fière et très heureuse de pouvoir œuvrer au développement de cette chaire au service de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Je vous remercie de votre attention. Cher Frédéric Pigère, j'ai le plaisir de te remettre la médaille du conservatoire.